Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un site qui me tenait tout particulièrement à cœur. C'est le site des Grandes Cabanes du Vaccarès, donc en Camargue, sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône. Site propriété du Conservatoire du Littoral, qui a été mis en gestion pour le NCFS, donc l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et suite à une convention de partenariat qu'on a eue avec moi, donc eux s'occupaient de tout ce qui était faune. Moi je me suis occupé donc d'étudier les habitats et la flore sur ce site. Donc pour coller au mieux à la thématique de la session 6, c'est-à-dire connaître et gérer, j'ai décidé de scinder ma présentation en deux parties, avec la première partie connaissance sur la localisation du site, donc vraiment voir au niveau biogéographique dans quel contexte on était. Ensuite, de caractériser les facteurs abiotiques locaux qui influencent les cortèges aquatiques. Et ensuite, de mettre en parallèle avec les cortèges aquatiques qui étaient potentiels dans ces configurations. Ensuite, dans une deuxième grande partie, on aura tout le côté géré, donc la gestion dans son contexte, c'est-à-dire les contraintes qui sont inhérentes à chaque site, le type de suivi qui a pu être mis en place, les résultats qui en découlent, et en guise de conclusion, les leçons à retirer sur la gestion. Donc une présentation rapide sur la localisation du site, donc dans le quart sud-est de la France. Le site des Grandes Cabanes, ici, dans le rectangle, qui est en plein cœur de la Camargue. Donc là, il faut se méfier un petit peu de cette cartographie parce que la zone donc, en verte, c'est le parc naturel régional de Camargue, mais la Camargue, au sens strict, est beaucoup plus large que ça, c'est-à-dire qu'on a toute la petite Camargue gardoise ici, qui est inclus voilà, dans la Camargue, et par contre, toutes les zones humides que vous avez, on va dire, à l'est du Grand Rhône, sont plutôt des marais tourbeux, marais des Chanoines, marais de Mérane, plan du Bourg, qui ne constituent pas la Camargue, mais plutôt des systèmes tourbeux de craux humides. Donc vraiment ce site d'étang en plein cœur de Camargue, on voit ici sur l'IGN, est caractérisé par, à l'est, le début, on le voit ici, le début de la réserve nationale de Camargue. Donc c'est des terrains qui sont très très salés. Ensuite on a tout un chapelet, tout un réseau d'étangs de chasse qui sont très faiblement saumâtres ou alors en eau douce et qui sont alimentés par le petit Rhône qu'on a ici à l'ouest, le petit Rhône ici, qui vient par un système de robines complexe alimenter tous ces étangs de chasse. Alors, j'ai décidé de présenter que trois facteurs abiotiques qui vont caractériser les cortèges aquatiques, parce que pour moi, rien qu'avec ces trois facteurs-là, on explique à peu près 80-90% de nos cortèges. Le plus important, le premier, c'est la salinité. En fonction du taux de salinité au moment de la germination de nos hydrophytes, ça va complètement chambouler les cortèges. Et cette notion de salinité au moment de la germination est vraiment essentielle. Parce qu'on va avoir des hydrosystèmes dans lesquels on a une salinité qui peut être très très faible au début et puis qui augmente. Mais si au début, vraiment à la germination des espèces, on n'a pas une forte salinité, on aura un cortège d'eau douce. Donc ça peut être un peu perturbant. Quand ensuite on fait nos mesures de salinité, on se trouve dans un milieu salé, alors qu'à la base, l'eau est très peu salée. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ensuite, le deuxième facteur qui est pour moi très important, c'est l'hydropériode. L'hydropériode, parce que on est dans des systèmes méditerranéens, et le rythme en fait de mise en eau et d'assec va aussi caractériser les cortèges qu'on va retrouver. Et dans une moindre mesure, on va avoir la trophie, qui va avoir un impact direct, mais surtout indirect sur les communautés, surtout par rapport à des histoires de compétition
notamment avec les algues. Ce qui est important de voir, c'est que sur un site, quand on gère un site en Camargue, la salinité, on ne va pas pouvoir agir dessus. L'atrophie, on va avoir beaucoup de mal aussi à jouer dessus, puisque on est alimenté, tous ces étangs de chasse sont alimentés par une roubine unique. Donc c'est l'eau du Rhône. Donc on n'a pas trop le choix. Donc le seul paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est sur l'hydropériode, le moment où on ouvre les vannes et le moment où on remet en eau et on met en à sec. À partir de mes connaissances personnelles, parce que j'avais eu la chance de réaliser l'inventaire de la réserve nationale de Camargue et puis faire la réactualisation des INF Camargue, j'ai fait ce petit tableau un peu simple, grâce à ces 3 facteurs, sur les différents cortèges aquatiques qu'on aurait pu avoir sur notre site. Alors pour faire assez vite, parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps, globalement, on va commencer avec les fortes salinités. Donc on va avoir Tolipella salina, Alternate uniformis, Rupia maritima, Lamprotamium, sur des salinités qui sont très fortes avec un sec estival. Par contre, sur le même type de salinité, sans assec, on va favoriser des végétations à Rupia cirosa. Sur les salinités, on va dire plus faibles, de l'ordre du saumâtre, avec un sec estival, on va se retrouver avec des végétations de Rigella, Helicophylla, Cossoniana, encore Tolipella salina, mais surtout Tolipella hispanica, Cara aspera, etc. Ensuite, quand on passe dans l'eau douce à l'oligoalin, donc l'oligoalin, ça va de 0 à 3 grammes par litre, on va trouver sur des assecs estivales des cortèges un cortège qui est très riche, composé de Cara aspera, Cara vulgaris, Cara globularis, Zanichellia palustris, Epeltata, Riella notaresi, Potamoclashtoghi. Si on passe sur des rythmes sans assec, donc ici si on passe sur des rythmes sans assec, on va tout de suite favoriser des végétations à Potamopectinatus, puis ensuite une dynamique, si on continue les années suivantes, la dynamique va aller plutôt vers le Magnopotamion, on va dire, avec du Myriophylle en épi, Potamino, etc. Enfin, pour terminer, sur les végétations qui sont plus oligo-mésotrophes, qui sont aussi liées à des résurgences d'eau froide, on va trouver des végétations à Potamocoloratus et Utricularia australis. Et enfin, dernière caractéristique à noter, c'est des végétations à Carabroni, Naja indica, Naja gracillima, qui, elles, correspondent à des mises en eau estivales. Donc, typiquement, ce type de milieu, c'est les rizières, certaines mares de chasse. Donc, nous, dans notre exemple des grandes cabanes, on va avoir ces 3 végétations, on va avoir ces 3 végétations-là sur lesquelles on va pouvoir interagir. Alors, je vais passer à la gestion dans son contexte. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ok. Le contexte d'acquisition. Donc, il faut savoir que le site des grandes cabanes, c'était une propriété de chasse privée sur laquelle il y avait une mise en eau permanente pour la chasse. Mais ça a duré pendant des dizaines et des dizaines d'années, si bien même que le garde-chasse ne se rappelle même plus quand est-ce qu'il y avait eu une mise en assec du site. Donc il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'années de mise en eau permanente de cet hydrosystème. En mars 2012, il y a l'acquisition par le conservateur du littoral, la mise en gestion directe en octobre 2012 à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ils veulent, sur ce site pilote, ce qu'ils veulent faire, c'est promouvoir une chasse durable en Camargue. Alors, chasse durable, au niveau de la réglementation, voilà, toutes les règles de chasse sont réalisées, le nombre de pièces de chasse aussi est limité, mais aussi une gestion de la biodiversité qui est en adéquation avec les milieux camarguais. Donc pour ça, il se posait un grand nombre de questions sur qu'est-ce qu'on fait sur ces grands plans d'eau. Est-ce qu'on les met en eau? Est-ce qu'on les met en assec? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc tout mon travail a été d'orienter et de répondre à leurs questions. Donc il y a eu une mise en route. Dès que je suis allé sur le site, je leur ai conseillé de faire des assecs drastiques
sur l'ensemble, l'intégralité du site. Donc il y a une mise en gestion dès l'été 2012 avec les suivis qui ont commencé en 2013 pour voir la réponse de la végétation. Rapidement, contexte écologique. Voilà le site des grandes cabanes avec bien sûr en bleu les grandes pièces d'eau, qu'il y a au nord et au sud des plus petites pièces d'eau. Okay. Tout ça est alimenté par une roubine donc, qui arrive du Petit Rhône, qui vient alimenter toutes nos pièces d'eau, avec une roubine centrale aussi, qui vient alimenter toutes nos pièces d'eau. Et puis qui se termine ici et se rejette dans le Vacarès. Je ne vais pas vous décrire tous les habitats, c'est des habitats typiques camarguais avec des sensoirs, etc. En rouge, complètement à l'est, c'est des zones d'anciennes zones de rizières. Voilà. Alors, pour essayer de suivre un petit peu scientifiquement tout ça, il n'y avait pas beaucoup de temps qui était alloué, bien sûr, pour des herbiers d'hydrophytes. Donc, il y avait 2 jours de terrain et 2 jours d'analyse. Donc là-dessus, on est parti sur un relevé sur chaque plan d'eau, donc on avait 12 relevés. Le relevé était composé d'une prise des paramètres abiotiques. On va voir que le plus important, c'est la salinité. D'un relevé phytosociologique sur une parcelle de 20 m² qui était fixe, donc sigmatiste, et d'un inventaire systématique des espèces aquatiques du plan d'eau. Ça, c'était très important. Et ensuite, chaque année, une gestion différenciée a été appliquée sur les 12 plans d'eau et on a observé la réponse. Les paramètres donc, qui ont été analysés sur 5 ans, c'est l'évolution des paramètres abiotiques, et notamment la salinité, le maintien ou non des espèces patrimoniales qu'on a fait revenir sur le site, le recouvrement des herbiers sur les placettes, la diversité spécifique sur chaque plan d'eau et la composition des cortèges et des espèces qui dominent. Pour vous montrer rapidement, voilà en hiver 2012, un plan d'eau qui est complètement envasé, si bien qu'on même en waders, on n'arrive même pas à rentrer dedans. C'est vraiment un champ de boue, un champ de limon. En été 2012, mise en assec drastique, donc là c'est entre 3 et 5 mois d'assec, donc c'est très important. Et on le voit bien sur le limon qui sont asséchés, il n'y a pas une seule plante aquatique, ou quelques myriophiles qui traînent. Dès le printemps 2013, on a des herbiers quasiment à 80-88% de recouvrement, avec une diversité spécifique qui est complètement ahurissante. Donc là, il y a un petit zoom sur toutes les espèces qui se sont exprimées suite à cet assec. Les résultats, c'est que les paramètres abiotiques sont globalement stables, avec des valeurs de 0 à 6 grammes par litre sur les 5 ans. Donc il faut savoir que c'est des valeurs extrêmes, mais on a surtout des valeurs entre 1 et 5 grammes par litre. Ces conditions oligoalines, en fait, ne vont pas influencer les cortèges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de sel pour influencer le cortège. Donc on est plutôt dans l'eau douce. Dès la première année, on a apparition de 3 espèces dites patrimoniales. Riella notarisi, donc espèce qui était quasiment disparue en France, où il y avait une station dans le Var, une petite station dans le Var. Là, on a trouvé donc, sur l'ensemble des plans d'eau la Riella qui était présente. Donc c'est 173 hectares de Riella, ce qui en fait, a priori, à ma connaissance, la zone la plus grande au monde pour cette espèce. Également Zanichellia palustris, qui est une hydrophyte qui est protégée en région PACA, mais qui est localement abondante. Et puis surtout Zanichellia peltata, qui je pense est assez méconnue, qui a priori est présente partout en France, mais pour lequel il y a très très peu de données, et qui est également présente sur le site. Je vous donne ici rapidement l'ensemble des espèces donc caracées hydrophytes qui sont présentes sur le site. Les résultats, on voit recouvrement de Riella et de Zanichellia des marais sur tous les plans d'eau dès l'année suivante. Et les résultats qui sont les plus intéressants, c'est ce petit diagramme sur le fait que d'un plan d'eau envasé, année N, après un assec de 3 à 5 mois, on a augmentation du recouvrement des herbiers. On est passé quasiment de 0% à 100%. Augmentation de la diversité spécifique, où on avait 2-3 espèces
On avait 2-3 espèces avant, et on se retrouve avec des plans d'eau où en moyenne on a 12-13 taxons, et avec des cortèges pionniers à Caracé et Riella qui sont patrimoniaux. Ensuite, l'année suivante, si on ne réalise pas d'ASEC, ce qui est intéressant, c'est qu'on maintient les cortèges en place. Si on continue sans ASEC à nouveau, on va légèrement passer à des végétations apotamopectinées, ainsi de suite en N+4, où le potamopectiné va commencer à se faire concurrencer par des espèces du magnopotamo, myélophile, etc., cératophile et potamonoué. À l'opposé, si on continue à réaliser des ASEC drastiques de 3 à 5 mois sur un plan d'eau, on va voir que la première année, on maintient les cortèges en place, mais il y a apparition des élophytes. Élophytes, phragmites, Typhalatifolia, Typhalaxmanii. Si on continue ces ASEC drastiques, on va voir que les élophytes vont très très rapidement, c'est pas un scoop, ils vont très très rapidement coloniser nos plans d'eau jusqu'à quasiment les atterrir. Et puis si on réalise des plus petits ASEC de 2 à 3 mois, on maintient les cortèges quand même en place. Les élophytes vont quand même commencer à s'installer, mais beaucoup moins rapidement. Tout ça pour conclure sur le fait que les leçons retirées sur la gestion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des résultats de gestion observables dès l'année suivante sur les habitats aquatiques, avec la réapparition d'espèces patrimoniales après le premier ASEC. L'hydropériode qui effectivement se révèle être le facteur déterminant dans la gestion des zones méditerranéennes. Le fait que les ASEC prolongés, donc trop importants, favorisent les végétations d'élophytes, donc sont néfastes à ce qu'on voulait faire, et que la gestion sans ASEC, pendant plus de 3 ans, commence à favoriser l'envasement et le magnopotamie. La gestion idéale donc pour ces communautés pionnières d'hydrophytes, c'est un mixte entre des années de légère mise en ASEC, 2 à 3 mois, qui sont alternées par des mises en eau permanentes. Et puis la gestion par ASEC aussi peut servir à lutter contre les hydrophytes envahissants. On a un vrai problème de Jussie sur le site. Et puis ces ASEC permettent quand même de réduire la vivacité des herbivores. Voilà, je vous remercie. Est-ce que cette gestion optimale optimale dans la limite des connaissances que tu as pu développer, que tu exprimes à la fin, tes 2-3 mois d'ASEC et puis des mises en eau plus régulières, correspondent à des usages qui préexistaient ou qui existent encore ailleurs en Camargue? En fait, pas du tout. Dans tous les étangs de chasse en Camargue, c'est la gestion mise en eau permanente qui est pratiquée. Donc, on pourra revenir sur la carte, mais en dehors des zones protégées, tout est mis en eau permanente. Donc, ça n'existe plus. Ce type de gestion n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que, en août, septembre, quand les oiseaux reviennent pour les grandes migrations, il faut de l'eau. Le problème, c'est qu'ils ont de l'eau, les oiseaux se posent, mais ne restent pas, parce qu'il n'y a pas d'herbier. On sait que les caracées, pour les anatidés, c'est leur laitue, donc c'est la base de leur régime alimentaire. Donc ils se posent, certes, mais ils ne restent pas. Donc ça les intéresse, ce qui est bien, parce que ce site est vraiment un observatoire, entre guillemets, d'une gestion intelligente, dans le sens où les chasseurs viennent chasser sur le site des grandes cabanes, ils ont le droit de venir chasser, avec des quotas particuliers, et puis ils se rendent compte que l'eau est claire, pas de turbidité, il y a énormément d'oiseaux qui viennent et qui restent. Donc voilà, c'est vraiment un observatoire de bonne gestion. Moi j'avais 2 questions. La première c'était sur les retours des espèces après les ASEC, si c'était de la bande de semences ou si c'était les oiseaux, principalement, qui permettaient le retour des espèces à partir d'autres plans d'eau, et notamment les espèces patrimoniales qui sont sans doute assez loin, les plus proches stations ou des choses comme ça. Et puis la deuxième, c'était un peu la comparaison finalement avec un mode salin, parce que finalement ce que tu proposes, c'est des fonctionnements assez proches des salins traditionnels, et puis on peut même comparer avec d'autres choses, avec tout ce qui est étant un cycle d'évolage qu'on peut avoir en Brenne, etc., avec notamment des caracées qui reviennent en pionnière sur la première année après la mise en ASEC de l'étang, puis après des cortèges qui reviennent et on retourne vers des cortèges vivaces progressivement d'hydrophytes. Tu peux me répéter ta question parce que j'ai oublié. La première c'était sur les banques de semences ou l'apport
l'apport extérieur. Pour répondre directement, enfin, je pense que là c'est impossible qu'il y ait un apport extérieur, c'est vraiment de la banque de semences. Dès qu'on a mis en ASEC l'année suivante, c'était homogène, hein, il y en avait de partout. Parce que tu disais que ils ne connaissaient pas historiquement une mise en ASEC. Donc vraiment, on pense vraiment que les banques sont viables très très longtemps.